Il y a des silences qui crient. Il y a des portes closes qui cachent des univers de douleur. Des mondes entiers construits sur la peur et la soumission. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un crime. Les crimes ont des coupables, des procès, des condamnations. Nous allons parler d'un secret. Un secret pourri au cœur de Jalisco. Un pacte de silence scellé par la peur et la honte. Une tumeur qui a grandi dans l'obscurité, nourrie par l'indifférence. Une histoire que le système a décidé d'ignorer, d'archiver et d'oublier. Parce qu'il y a des vérités qui sont trop dérangeantes. Trop laides pour être affrontées. Mais les murs n'oublient pas. Et les victimes non plus, même si leurs voix ont été étouffées. Bienvenue. Je m'appelle Matteo Del Valle. Et voici Realidad Prohibida. Un espace où la vérité, aussi inconfortable soit-elle, trouve toujours une voie. Si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées, si vous estimez que le silence est complice, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté. Votre soutien est le seul phare au milieu de tant d'obscurité. Chaque abonnement, chaque commentaire est un coup porté au mur de l'indifférence. Commençons. La poussière de Jalisco a une mémoire. Elle colle aux chaussures, à la peau, aux souvenirs. Dans le petit village de San Ignacio del Silencio, la poussière recouvrait tout. Les rues non pavées, les toits en tôle, les promesses non tenues des politiciens. Un village oublié par les cartes et par la justice. Un point aveugle dans la conscience de la nation. C'est là qu'est arrivée Carmen, âgée de 24 ans et fraîchement diplômée en travail social. Ses yeux brillaient encore de l'idéalisme de celle qui croit pouvoir changer le monde. On lui a assigné la Zone Zéro. C'est ainsi que ses collègues du bureau régional l'appelaient, avec un mélange de pitié et de moquerie. Un endroit où il ne se passait rien. Où les dossiers ne concernaient que des décès et des litiges fonciers. Un cimetière de papier. « Tu vas t'ennuyer, ma fille », lui dit son chef, sans lever les yeux de son mot croisé. Là-bas, les gens naissent, grandissent, meurent, et personne ne le sait. C'est l'ordre naturel des choses. Mais Carmen ne s'ennuyait pas. Elle observait. Elle marchait dans les rues poussiéreuses. Elle sentait le soleil brûler sa peau. Elle voyait les mêmes visages assis sous les mêmes porches, jour après jour, le regard perdu à l'horizon. Elle remarquait les regards qui se détournaient lorsqu'elle passait, les portes qui se fermaient à son passage, avec un grincement de gonds rouillés, le silence lourd, dense, qui enveloppait une maison en particulier, la maison des Valbuena. Une maison en adobe décolorée au bout d'une rue sans nom. Elle ressemblait à une blessure dans le paysage. Un bleu. Officiellement, la famille Valbuena n'existait pas dans ces registres. Ils ne demandaient pas d'aide, ils ne réclamaient pas d'allocation. Ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, ils n'existaient pas pour le système. Et cela, pour Carmen, fut le premier signal d'alarme. Dans sa profession, elle avait appris une vérité fondamentale. L'inexistence est une façon de crier. Elle commença à poser des questions, avec prudence, avec la délicatesse de quelqu'un qui marche dans un champ de mine. Elle a d'abord essayé avec le prêtre du village, un homme âgé dont la soutane sentait l'encens et la résignation. La famille Valbuena, a répété le père, regardant par-dessus ses lunettes. Ah oui, Monsieur Ricardo est un homme dévoué, à sa manière. Il ne vient pas à la messe, mais il vit selon ses propres règles strictes. Et sa famille ? Insista Carmen. Une épouse dévouée et une fille obéissante. Comme il se doit. Le ton du prêtre était définitif. Une porte qui se refermait.
Elle se rendit ensuite dans le seul magasin du village. « Les Valbuena ?» répondit le vieux commerçant, tout en pesant 1 kilo de haricots. La balance grinça. Des gens bizarres, ils ne se mêlent de rien. Une réponse trop courte, trop répétée, comme s'il l'avait répétée des centaines de fois. Elle tenta sa chance auprès d'une voisine. La femme balayait son porche avec une fureur contenue, soulevant des nuages de poussière qui ressemblaient à des cris. « Je ne sais rien, » dit-elle, presque dans un murmure, et elle claqua la porte. Le bruit résonna dans la rue déserte. La peur avait une odeur, et à San Ignacio del Silencio, elle sentait la terre sèche et les secrets bien gardés. Carmen sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas le froid du vent, c'était le froid de l'âme. La constatation qu'elle se trouvait face à un mur invisible, construit par toute une communauté. Elle décida de s'approcher de la maison. Pas en tant que fonctionnaire, en tant que personne. Elle apporta un sac de pain sucré, une excuse, un pont, une offrande de paix dans un territoire en guerre silencieuse. La porte n'avait pas de sonnette. Bien sûr que non. Les sonnettes sont pour ceux qui attendent des visiteurs. Elle frappa avec ses jointures. Le son était creux, mort. Elle attendit. Le soleil tapait sur sa nuque. Elle sentait la sueur couler dans son dos. 1 minute. 2. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la porte s'est entr'ouverte. Une fente d'obscurité, et dans cette fente, des yeux. Des yeux de petite fille sur le visage d'une femme. Des yeux qui avaient tout vu et ne comprenaient rien. « Oui », dit une voix fragile, presque un murmure. Un filet de voix sur le point de se briser. C'était Elena. Elle avait 16 ans. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Son âge était une contradiction. Le visage d'une adolescente, le corps d'une petite fille, le regard d'une vieille femme. Son corps était petit, recroquevillé. Comme si elle s'excusait d'exister, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Derrière elle, dans la pénombre, se dessinait la silhouette d'un homme, grand, imposant. Il remplissait le cadre de la porte. Il remplissait toute la maison de sa présence. Ricardo Valbuena, le père, le patriarche, le maître de ce silence. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Sa voix n'était pas une question. C'était une barrière, grave, un rocher. Carmen tendit le sac. Le pain sucré lui sembla soudainement stupide. « Je suis nouvelle dans le village. Je voulais juste saluer mes voisins. » Ricardo ne regarda pas le pain. Il regarda Carmen. Un regard qui la déshabilla. Qui la parcourut de haut en bas. Un regard qui l'analysa, la classifia et la rejeta. Un regard de prédateur. « Nous n'avons besoin de rien, » dit-il. « Ici, nous nous débrouillons seuls. » Et il essaya de fermer la porte. Mais à ce moment-là, quelque chose se produisit. Au fond de la maison, un bruit se fit entendre. Le bruit d'une assiette qui se brisait. Une explosion de violence au milieu du silence. Et un gémissement étouffé. Un son guttural de pure douleur. Elena frissonna. Un spasme parcourut son petit corps. Ricardo tourna la tête, la mâchoire crispée. La veine de son cou palpitait. « Ma sœur, » dit-il. Elle est maladroite. « Sœur. » Le mot flottait dans l'air lourd. Carmen sentit l'air devenir dense, irrespirable. Quelque chose ne collait pas. La logique était brisée. La femme qui vivait là, Rosa, n'était pas présentée comme son épouse, mais comme sa sœur. « Bon, passez une bonne journée, » dit Carmen, forçant un sourire qui avait le goût de cendre. Elle fit demi-tour. Elle sentit le regard de Ricardo cloué dans son dos jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. C'était un regard physique.
Elle pouvait le sentir brûler. Ses mains tremblaient. Pas de peur. Par instinct. Son instinct lui disait que dans cette maison, les mots ne signifiaient pas ce qu'ils devaient signifier. Père, fille, sœur. Ce n'étaient que des étiquettes, des masques pour cacher une vérité monstrueuse. Carmen arriva dans son petit bureau loué. Les murs semblèrent se refermer autour d'elle. La solitude était palpable. Le murmure de son propre cœur envahissait le silence. Elle s'assit devant son vieux bureau en métal. Le métal était froid. Son cœur battait fort. Ce gémissement, le visage d'Elena, la tension dans la voix de Ricardo, les pièces d'un puzzle qu'elle ne voulait pas assembler. Mais il était trop tard. La première pièce s'était déjà emboîtée dans son esprit, et elle ne pouvait l'ignorer. Elle ouvrit son ordinateur portable. Ses mains tremblantes caressèrent le clavier, tandis qu'elle tentait de percer un mystère qui ne voulait pas être révélé. Elle accéda au registre civil de l'État. Une base de données archaïque, lente. Un dinosaure numérique qui fonctionnait à contre-cœur. Elle tapa le nom, Ricardo Valbuena. Elle ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit. Mais elle trouva un acte de mariage. Date, il y a 17 ans. Époux, Ricardo Valbuena et Rosa Valbuena. Le même nom de famille. Carmen sentit un nœud se former dans son estomac. La tension était insupportable. L'air semblait lutter pour entrer dans ses poumons. Cela pouvait être une coïncidence, un nom de famille courant. Mais son instinct lui disait que non. Elle continua à chercher, avec le sentiment de profaner une tombe. Et puis, elle le vit. Un autre acte. Date, il y a 6 mois. Époux, Ricardo Valbuena et Elena Valbuena. Non, ce n'était pas possible. Le poids de la vérité écrasait Carmen comme une dalle invisible. Carmen se pencha en arrière sur sa chaise. Elle manquait d'air. L'écran semblait clignoter d'une lumière infernale. Chaque lettre à l'écran était un battement de cœur brisé. Ricardo Valbuena. Marié à sa sœur, Rosa. Et puis, 16 ans plus tard, marié à sa fille, Elena. Non, sa fille et sa nièce, la fille de lui et de sa sœur. Il avait épousé sa sœur et sa fille en même temps. Le titre du rapport qu'elle n'écrirait jamais résonnait dans sa tête. L'inceste le plus sombre de Jalisco. Elle essaya de respirer, mais l'air semblait s'être transformé en plomb. Le clavier était froid sous ses doigts. Les murs du petit bureau semblaient se rétrécir. Dehors, le soleil de Jalisco brillait. Mais, à l'intérieur de Carmen, tout n'était que ténèbres. Le pain sucré qu'elle avait apporté était toujours dans son sac. Il lui semblait désormais être une offrande ridicule. Une offrande à un dieu sombre qui vivait dans une maison en adobe, au bout d'une rue sans nom. Carmen savait qu'elle ne pouvait pas aller voir la police locale. Pas avec 2 actes de mariage comme seule preuve. « Ce sont des adultes », lui dirait-il. Ils ont donné leur consentement. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de la voix d'Elena, ou de celle de Rosa. Elle avait besoin que l'une d'elles rompe le pacte. Mais comment ? Comment demander à une victime d'affronter son bourreau alors qu'elle vit sous le même toit que lui ? Quand son bourreau est son père, son oncle, son mari, son tout. Carmen passa la nuit blanche. Le nom Valbuena résonnait dans sa tête. Le lendemain, elle retourna au village. Mais cette fois, son objectif était l'école. Une petite école rurale avec 2 salles de classe. De la peinture écaillée et une cour en terre battue. Si Elena avait 16 ans, elle devait avoir étudié là-bas. La directrice, une femme âgée au regard fatigué, l'accueillit avec méfiance. « Elena Valbuena »
répéta la directrice, cherchant dans ses archives mentales. Le nom lui semblait être un écho lointain. Ah oui, la fille qui ne parlait pas. Carmen se pencha en avant. Comment ça, elle ne parlait pas? Elle n'a jamais dit un mot. Pendant toutes les années où elle a été ici, elle s'asseyait au fond, elle dessinait. Elle dessinait? Oui. Des choses étranges. Des maisons sans porte. Des personnes sans visage. Des soleils noirs. La directrice se leva et ouvrit un vieux classeur métallique qui grinça en gémissant. Elle fouilla parmi les dossiers jaunis, l'odeur du vieux papier emplissant l'air. Elle en sortit une feuille de papier pliée. C'est la seule chose que nous avons conservée. Elle l'a fait la veille du jour où son père l'a retirée de l'école. Il a dit qu'elle avait reçu suffisamment d'éducation pour une femme. Elle tendit le dessin à Carmen. Le papier était rugueux, vieux. Carmen le déplia avec précaution, comme s'il renfermait une vérité fragile. Son cœur s'arrêta de battre. C'était un dessin d'enfant, des traits maladroits. Mais le message était terriblement clair. Il représentait une maison avec 3 personnages à l'intérieur. Un grand homme, avec des griffes à la place des mains. Une petite femme, agenouillée à ses pieds, avec une chaîne autour du cou. Et un autre personnage, encore plus petit, enfermé dans une cage. La cage n'avait pas de cadenas. La porte était ouverte. Mais la petite fille à l'intérieur ne sortait pas. Elle était assise, serrant ses genoux dans ses bras, avec un visage sans bouche. Carmen sentit les larmes lui brûler les yeux. La petite fille sans bouche, la petite fille qui ne parlait pas. « Elena, avez-vous fait quelque chose ?» demanda Carmen, la voix faible. La directrice haussa les épaules. Un geste de défaite. « Nous avons parlé au père, Ricardo. Il est venu ici. Il s'est assis là où vous êtes maintenant. » La directrice fit une pause, comme si elle se souvenait du poids de cette présence. Il nous a dit que sa fille était spéciale, qu'elle avait des problèmes d'imagination. Il était très convaincant. Il parlait avec un calme qui glaçait le sang. Il nous a assuré qu'elle recevait de l'aide à la maison. Des mensonges. Des couches et des couches de mensonges pour construire un mur autour de son royaume. « Merci », dit Carmen en pliant le dessin et en le rangeant comme s'il s'agissait d'une relique. Le dessin, un cri sans voix, en disait plus long que 1000 témoignages. Elle avait désormais quelque chose. Ce n'était pas une preuve légale. Mais c'était une voix. Le cri silencieux d'une petite fille emprisonnée dans un morceau de papier. Carmen ne put empêcher son regard de trembler en le tenant. Elle sortit de l'école. Le soleil lui semblait une offense. Le chant des oiseaux, une moquerie. Le monde continuait de tourner, indifférent à l'enfer qui régnait dans cette maison en adobe. Le poids de cette image l'accompagnerait toujours. Carmen décida qu'elle devait y retourner. Elle devait trouver un moyen de parler à Elena. Seule. Elle attendit 2 jours. 2 jours qui furent une éternité. Elle surveilla la maison de loin. Elle se cachait derrière un arbre sec, se sentant comme une espionne dans sa propre cause. Elle apprit la routine de Ricardo. Il partait chaque matin dans une vieille camionnette. Il travaillait dans les champs. Il revenait au coucher du soleil. C'était le moment. La fenêtre d'opportunité. Le 3e jour, lorsque la camionnette de Ricardo disparut à l'horizon, Carmen se dirigea vers la maison. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Chaque pas était une décision. Elle frappa à nouveau à la porte. Cette fois, elle s'ouvrit immédiatement. C'était Rosa, la sœur, la première épouse. Ses yeux reflétaient une panique absolue.
Il n'est pas là, murmura-t-elle, comme si les murs pouvaient l'entendre. Je sais, dit Carmen à voix basse. Je veux parler à Elena. Rosa secoua frénétiquement la tête. Non, tu ne peux pas. Il le saura. Il sait tout. Ça ne prendra que 5 minutes. S'il te plaît, c'est important. Rosa hésita. Son regard passait de Carmen à l'obscurité du couloir. Une bataille se livrait en elle. La peur contre une lueur d'espoir qui refusait de s'éteindre. Vite, finit-elle par céder, ouvrant la porte juste assez pour laisser entrer Carmen. L'intérieur de la maison était plus sombre que l'extérieur. Une odeur d'humidité imprégnait chaque recoin. L'absence de lumière donnait l'impression que les ombres bougeaient. Ça sentait le renfermer, la vieille tristesse. Les drapeaux blancs pendaient comme les fantômes du passé, témoins silencieux de la souffrance. Les meubles étaient rares, recouverts de ces draps, comme si la vie s'était arrêtée depuis des années. Rosa marchait lentement, traînant presque les pieds, comme si elle portait depuis des siècles des chaînes invisibles. Rosa la guida dans un couloir silencieux, jusqu'à une porte au fond. La porte de la chambre d'Elena. La porte qui avait un verrou. De l'extérieur. Carmen sentit un froid glacial lui parcourir le dos. Cette maison n'était pas un refuge. C'était une prison. Rosa sortit une petite clé de sa poche et ouvrit la porte. La chambre était une cellule, un lit étroit, une petite fenêtre avec des barreaux. Et sur le lit, assise, se trouvait Elena. Serrant ses genoux dans ses bras, exactement comme sur le dessin. Les yeux d'Elena étaient un puits sans fond, un puits où tout espoir se perdait. En voyant Carmen, elle ne fut pas surprise. Elle la regarda simplement de ses yeux vides. « Elena !» dit Carmen en s'agenouillant devant elle. « Je m'appelle Carmen. Je suis assistante sociale. Je suis là pour t'aider. » Elena ne répondit pas. Son corps recroquevillé semblait être un refuge fragile contre un monde cruel. Son regard était perdu dans un point du mur. « J'ai vu ton dessin, Elena. Celui de la maison. Celui de la cage. » Une larme. Une seule larme roula sur la joue d'Elena. Lente, silencieuse. C'était la seule réponse dont Carmen avait besoin. « Tu n'as pas besoin de parler si tu ne veux pas, » dit Carmen, la voix brisée par l'émotion. « Hoche simplement la tête. L'homme sur le dessin, c'est ton père ?» Elena acquiesça, un mouvement presque imperceptible. « Il te fait du mal ?» Elle acquiesça à nouveau. « Tu es mariée avec lui ?» Elle acquiesça. « Et ta mère, Rosa, est-elle aussi mariée avec lui ?» Elle acquiesça. Chaque mouvement était un coup de poignard dans le cœur de Carmen. « Elena, nous devons partir d'ici. Toutes les deux. Toi et ta mère. Maintenant. » Pour la première fois, Elena secoua la tête. La panique s'empara de son visage. « Pourquoi pas ?» supplia Carmen. « Tu as peur de lui ?» Elena acquiesça. Puis, elle porta un doigt tremblant à sa propre gorge et le fit glisser d'un côté à l'autre. La menace. La sentence. Si tu parles, tu meurs. Ricardo était toujours là, comme une ombre imposante, un gardien du silence. À ce moment-là, elles entendirent le bruit, le moteur du camion de Ricardo. Il revenait plus tôt que prévu. La panique s'empara de Rosa. « Tu dois partir, » murmura-t-elle en poussant Carmen vers le couloir. « Pas sans elle, » répondit Carmen. « Il va nous tuer toutes les trois. Va-t'en, va chercher de l'aide. » Rosa poussa Carmen vers la porte arrière. Une petite sortie qui donnait sur une cour déserte. « Promets-moi que tu reviendras !» cria Rosa dans un murmure désespéré. « Je te le promets. »
dit Carmen en sautant de la véranda arrière. Elle courut. Elle courut sans se retourner. Mais elle pouvait sentir la maison. Elle pouvait sentir la terreur qui s'était réinstallée avec le bruit de ce moteur. Elle arriva à son bureau, à bout de souffle, le cœur battant à tout rompre. Le goût métallique de la peur lui remplissait la bouche. Elle devait agir. Et vite. Il ne s'agissait plus de certificat de mariage ou de dessin. Il s'agissait d'une menace de mort. C'était une course contre la montre. L'histoire de cette horreur n'était pas écrite dans les livres. Elle était gravée dans les cicatrices de l'âme de Rosa. Rosa et Ricardo n'étaient pas seulement frères et sœurs. Ils étaient les seuls survivants d'un naufrage. Orphelins depuis leur enfance. Un dossier de plus dans un système qui n'avait pas le temps de s'occuper de la douleur individuelle. Abandonnés par un système qui ne les a jamais vus. Ils sont passés d'un orphelinat à l'autre. Des endroits froids, impersonnels, où régnait l'odeur du chlore et la solitude, où les abus étaient monnaie courante, pas seulement physique, l'abus de l'oubli, de l'invisibilité. Ricardo, l'aîné, a appris à protéger Rosa. Un jour, un enfant plus âgé a volé un morceau de pain à Rosa. Ricardo, qui n'avait que 10 ans, l'a attendu dans la cour et l'a frappé avec une pierre jusqu'à lui fendre le sourcil. Non pas pour récupérer le pain, mais pour faire passer un message. On ne touche pas à elle. Sa protection était déjà bancale dès le départ. Mais sa protection s'est déformée. Elle s'est transformée en possession, en contrôle absolu. C'est toi et moi contre le monde, Rosita, lui disait-il la nuit, quand le froid de la chambre devenait insupportable. Une phrase qui était à la fois un ancrage et une chaîne. Quand ils ont atteint l'âge adulte, ils ont été jetés à la rue. Sans préparation, sans outils, sans rien, avec rien d'autre que l'un l'autre. Ils sont allés à San Ignacio del Silencio parce que personne ne les connaissait là-bas. Un endroit parfait pour disparaître, pour construire leur propre monde, avec leurs propres règles. Ricardo a trouvé du travail dans les champs. Il était fort, brutal. Et dans cette force, il a trouvé une nouvelle forme de pouvoir. Il a épousé Rosa lors d'une cérémonie civile rapide dans un village voisin. Personne n'a posé de questions. Le même nom de famille n'a pas éveillé les soupçons. Pour le monde, ils étaient un couple comme les autres. Pour eux, c'était l'aboutissement de leur pacte. « Personne ne nous fera plus de mal », a juré Ricardo à Rosa. Mais c'est lui qui est devenu le mal. Le protecteur est devenu le monstre. La naissance d'Elena était un accident. Une erreur dans l'univers clos de Ricardo. Mais il y vit une opportunité. Une opportunité de perpétuer sa lignée, son sang, sa folie. Il éleva Elena non pas comme une fille, mais comme un futur bien. Il l'isola du monde. Il l'éduqua dans la peur. Il lui apprit qu'il était son seul Dieu, son seul soleil. Rosa observait, impuissante, piégée dans la même cage que sa fille, la cage de la peur. La cage du « toi et moi contre le monde ». Quand Elena eut 16 ans, Ricardo décida que le moment était venu. Il l'emmena au même tribunal, avec les mêmes faux papiers, et il l'épousa, sa fille, sa nièce, sa nouvelle épouse. Pour Ricardo, ce n'était pas de l'inceste. C'était un acte de pureté. Préserver la pureté du sang, incorruptible par le monde extérieur, le monde qui les avait tant blessés. La logique d'un fou. Une logique qui avait du sens entre les 4 murs de cette maison en adobe. Une logique que Carmen devait désormais démanteler. Avec le dessin dans une main et la promesse faite à Rosa dans son cœur, Carmen roula 2 heures jusqu'à la capitale de l'État. Elle ne pouvait pas faire confiance à la police locale. Elle devait aller plus haut.
au parquet spécialisé dans les crimes contre les femmes. Un bâtiment moderne, de verre et d'acier. Un symbole d'espoir. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle attendit 3 heures dans une salle d'attente équipée de chaises en plastique orange. La climatisation était trop forte. Ou peut-être était-ce le froid qui émanait du système. Finalement, on l'appela. Maître Mendoza. Une jeune procureure, vêtue d'un tailleur impeccable et affichant un air d'ennui professionnel, la reçut dans son bureau. Carmen raconta son histoire, d'abord d'une voix tremblante, puis avec la force de l'indignation. Elle a parlé des actes de mariage, du verrou sur la porte, du dessein, de la menace de mort. La procureure écoutait, acquiesçant machinalement. Elle prenait des notes sur un bloc-notes juridique. Lorsque Carmen eut terminé, il y eut un silence. Le silence du bureau était pesant. Chaque mot non prononcé pesait plus lourd que 1000 accusations. Un silence bureaucratique. « Intéressant », dit la procureure, sans la moindre trace d'intérêt dans la voix. « Mais quel est exactement le délit, maître ?» Carmen n'en croyait pas ses oreilles. « Quel est le délit ? L'inceste, les abus, la privation de liberté, les menaces. » La procureure soupira, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à une enfant. « Écoutez, l'inceste entre adultes n'est pas considéré comme un crime grave s'il est consenti. Il faudrait qu'une des victimes, Madame Rosa ou la jeune Elena, porte plainte officiellement. Elles ont peur. Elles sont menacées de mort. C'est sa parole contre la leur. C'est une affaire familiale très délicate. » La procureure regarda le dessin que Carmen avait posé sur le bureau. Elle le repoussa du bout d'un stylo. « Et ceci est le dessin d'une enfant. Ce n'est pas une preuve recevable devant un tribunal. » Carmen eut l'impression, à cet instant, que la justice elle-même avait revêtu un masque d'indifférence. Carmen eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le regard distant de la procureure semblait la transpercer, lui refuser jusqu'au droit d'être entendue. « Alors vous n'allez rien faire ? » ?»« Ce que je vous suggère, » dit la procureure en se levant, marquant la fin de la réunion, « c'est d'essayer d'obtenir une déclaration signée de l'une des victimes présumées. Avec cela, nous pourrions demander une ordonnance restrictive. Remplissez le formulaire 7A à la réception. Formulaire 7A. » L'horreur avait un numéro de formulaire. Carmen quitta le bureau du procureur. L'air de la rue la frappa violemment, comme une punition pour avoir attendu quelque chose d'un système défaillant. Le soleil de l'après-midi lui frappait le visage. Elle se sentait sale, comme si l'indifférence du système s'était collée à sa peau. Une rafale de vent souleva de la poussière et des feuilles mortes. Et ce fut comme si le monde lui rappelait son impuissance. Elle retourna à San Ignacio en voiture, avec une sensation de nausée. La promesse qu'elle avait faite à Rosa pesait comme une dalle de plomb. « Je reviendrai avec de l'aide. » Quelle aide ? Un formulaire ? Elle arriva à son bureau et s'effondra sur sa chaise. Le désespoir était un goût amer dans sa bouche. Elle regarda le téléphone. Elle savait qu'elle ne devait pas le faire, mais elle le fit. Elle appela son ancien professeur à l'université. Un vieux loup de mer du travail social. Un homme qui avait tout vu. Elle lui raconta l'histoire. Le professeur écouta en silence. Quand Carmen eut terminé, il ne dit qu'une seule chose. « Fais attention, Carmen. Quand tu combats des monstres, le système n'est pas ton allié. Il fait partie du labyrinthe. » Il raccrocha. Carmen se sentit plus seule que jamais. Mais l'avertissement de son professeur déclencha quelque chose en elle.
une rage froide. Si le système ne l'aidait pas, elle le forcerait à le faire. Elle passa les 2 jours suivants à faire des recherches, pas sur les lois, mais sur les personnes. Elle a cherché sur les réseaux sociaux, dans de vieux annuaires. Elle cherchait une faille dans l'armure de Ricardo Valbuena. Et elle l'a trouvé. Un cousin éloigné, un homme qui vivait à Guadalajara, un homme qui avait rompu tout lien avec Ricardo depuis 20 ans. Carmen l'a appelé. Au début, l'homme ne voulait pas parler. « Ricardo est compliqué », a-t-il dit. Mais Carmen a insisté. Elle a fait appel à sa conscience, à la possibilité que 2 femmes soient en danger de mort. Finalement, l'homme a parlé. Il a raconté l'histoire des orphelinats, des abus, de l'obscurité qu'il avait toujours vue dans les yeux de son cousin. « Une fois, dit le cousin, quand nous étions adolescents, je l'ai trouvé dans la grange. Il avait attrapé un oiseau. Il ne le tuait pas. Il le désarmait, aile par aile, plume par plume, tout en lui murmurant qu'il l'aimait. » Carmen sentit son sang se glacer. « Seriez-vous prêt à témoigner ?» demanda-t-elle. Il y eut un long silence au bout du fil. « Oui, » répondit l'homme. « Pour Rosa. J'ai toujours aimé Rosa. » C'était déjà ça. Un témoignage d'un tiers sur la personnalité de Ricardo. Avec cette nouvelle arme, Carmen décida de retenter sa chance. Mais pas auprès du même procureur. Elle chercha une organisation non gouvernementale. Une association d'avocates féministes connue pour accepter les affaires impossibles. Grito Violeta. Leur bureau se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville. Il n'y avait ni verre ni acier. Il y avait des affiches de protestation et une odeur de café fort. L'avocate qui l'a reçue, une femme nommée Sofia, avait les yeux enflammés. Carmen a raconté à nouveau l'histoire. Sofia n'a pas pris de notes. Elle l'a regardé fixement, absorbant chaque mot. Lorsque Carmen a mentionné le dessin, Sofia a hoché la tête. « C'est la voix du silence », a-t-elle dit, « la seule qu'ils ont. » Lorsque Carmen a eu fini, Sofia n'a pas parlé de formulaire. Elle a frappé la table du poing. « Fils de pute », a-t-elle dit. Puis elle a souri. Un sourire féroce. On adore baiser les fils de pute. Pour la première fois depuis des jours, Carmen ressentit une vague d'espoir. Elle n'était pas seule. Sofia et son équipe se mobilisèrent avec la rapidité d'une guérilla. Ils ne suivirent pas les voies normales. Ils utilisèrent la pression médiatique. Elles ont divulgué l'histoire, de manière anonyme, à un journaliste d'investigation. Un journaliste connu pour sa ténacité. L'article a été publié 1 semaine plus tard. Il ne mentionnait aucun nom. Mais les détails étaient si précis que tout l'État de Jalisco a commencé à parler du monstre de San Ignacio. Le parquet, celui-là même qui avait écarté Carmen, a été contraint d'agir. La pression publique était trop forte. Mais le système, même lorsqu'il est contraint, a ses propres mécanismes tordus. Lorsque Carmen est revenue au bureau avec les preuves et le soutien de Grito Violeta, un supérieur du parquet, celui-là même qui avait ignoré l'affaire, l'a reçue. Il ne l'a pas regardée dans les yeux. Son regard était perdu dans un écran, sur un match de football. « Madame Mendoza », dit-il, avec un bâillement mal dissimulé. « Maintenant qu'il y a une possible situation d'enlèvement ou de personnes disparues, cela relève d'une autre instance. C'est un protocole différent. » Il fit une pause, comme s'il avait du mal à se souvenir de la procédure. « Remplissez le formulaire 2B. Le système ne recherchait pas la justice.
L'indifférence était comme un fer froid enfoncé dans la poitrine. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Il n'y avait pas de visage. Seulement des papiers et des règles qui transformaient la peur en formalité administrative. Carmen sentit la colère monter dans sa gorge. Mais Sofia, à ses côtés, lui posa une main sur le bras. « Calme-toi », murmura-t-elle. Nous savions qu'il ferait cela. Ce n'est qu'un obstacle de plus. Elles sortirent du bureau. Le couloir sentait le vieux papier et la justice retardée. Carmen s'appuya contre le mur. Ses jambes tremblaient. « Nous n'y arriverons pas », dit-elle d'une voix brisée. « Ils nous noient sous la bureaucratie. » Sofia la prit par les épaules. « Bien sûr que nous y arriverons. Le vrai combat commence maintenant. » Le formulaire 2B n'était que le début d'un cauchemar bureaucratique. Chaque porte à laquelle elle frappait s'ouvrait sur un nouveau couloir rempli d'autres portes. La police municipale disait que c'était une affaire relevant de la juridiction de l'État. La police de l'État disait que c'était une affaire fédérale, en raison du trafic potentiel d'êtres humains. La police fédérale disait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour intervenir. Ricardo Valbuena, quant à lui, s'était retranché. L'article du journal l'avait alerté. Il avait renforcé la maison. Personne n'entrait. Personne ne sortait. San Ignacio del Silencio était devenu encore plus silencieux. La peur était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Carmen et Sofia ont tenté d'obtenir un mandat de perquisition. Un juge l'a refusé. « Il n'y a aucune preuve d'un crime en cours », disait le jugement. 2 actes de mariage ne constituaient pas un crime. Carmen passait ses nuits blanches, imaginant la terreur que devaient de ressentir Rosa et Elena. La promesse qu'elle leur avait faite résonnait dans ses oreilles. « Je reviendrai avec de l'aide. » Elle se sentait comme une menteuse, une traîtresse. Un jour, épuisée et sur le point d'abandonner, elle reçut un appel. Un numéro inconnu. C'était le vieux commerçant de San Ignacio. « Mademoiselle, » dit-il d'une voix effrayée, « vous devez venir. Hier soir, on a entendu des cris horribles. Et aujourd'hui, la maison est silencieuse. Un silence qui n'est pas normal. » Carmen n'hésita pas une seconde. Elle appela Sofia. « J'y vais, » dit-elle. « N'y va pas seule, Carmen. Attends la police. » « La police ne viendra pas. Et je ne peux pas attendre. » Elle conduisit comme une folle. Les 2 heures de route lui semblèrent une éternité. Elle arriva à San Ignacio au coucher du soleil. Le village ressemblait à un cimetière. Il n'y avait pas âme qui vive dans les rues. Elle arriva chez les Valbuena. Le silence était total. Le camion de Ricardo n'était pas là. Carmen sortit de la voiture. Son cœur battait à tout rompre. La porte d'entrée était entr'ouverte. Elle poussa la porte. Le grincement fut le seul bruit. « Bonjour », dit-elle. Sa voix semblait étrange, faible. Personne ne répondit. Elle entra. La maison était froide. Le froid était brutal. Un froid qui pénétrait jusqu'au plus profond, jusqu'à transformer les os en glace. Plus froid qu'avant. Dans le salon, les meubles étaient toujours recouverts de draps. Mais quelque chose avait changé. Les draps étaient en désordre. L'un d'eux était par terre. Il y avait des taches sombres sur le sol en terre battue. Carmen avança dans le couloir, vers la chambre d'Elena. La porte était ouverte. Le verrou était cassé. La chambre était vide. Le lit était défait. Sur le mur, près de la fenêtre à barreaux, quelque chose était écrit, avec quelque chose de sombre. Du sang. Trop tard. Un seul mot.
Carmen tomba à genoux. Le silence n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était la présence de la peur, de l'abandon, de la mort. Un sanglot sec s'échappa de sa gorge. Elle était arrivée trop tard. Le système l'avait retardée. La bureaucratie l'avait retenue. Et pendant qu'elle remplissait des formulaires, le monstre avait agi. Chaque pas qu'elle faisait était un poignard qui lui déchirait l'âme. La police arriva enfin, des heures plus tard. Ils bouclèrent la scène du crime. Ils ouvrirent une enquête. Ils trouvèrent la camionnette de Ricardo abandonnée à une centaine de kilomètres de là, près de la frontière. Il n'y avait aucune trace de lui, ni de Rosa, ni d'Elena. Ils sont officiellement devenus des personnes disparues. Un dossier de plus dans un classeur rouillé. L'affaire du monstre de San Ignacio s'est refroidie. Les médias sont passés à autre chose. San Ignacio del Silencio est revenu à son silence habituel. Mais Carmen n'a pas oublié. Elle n'a jamais pu oublier le mot écrit avec du sang sur ce mur. Trop tard. Ce n'était pas une accusation. C'était une sentence. Une sentence pour elle, pour le système qu'elle représentait, pour une société qui préfère le confort du silence à l'inconfort de la vérité. Aujourd'hui, la maison des Valbuena est toujours debout, vide. Les mauvaises herbes ont envahi le porche. Le vent siffle à travers les fenêtres brisées. Certains disent que la nuit, on entend des murmures. La voix d'une petite fille qui n'a jamais pu parler, et celle d'une femme qui a parlé trop tard. Personne ne sait ce qui est arrivé à Ricardo, Rosa et Elena. Les questions flottaient dans l'air, denses et sans réponse, comme un voile de brouillard qui empêche de voir le lever du soleil. Peut-être ont-ils traversé la frontière. Peut-être ont-ils trouvé un autre village oublié pour y construire un autre enfer privé? Ou peut-être leur corps repose-t-il dans une tombe anonyme, quelque part dans le désert? Cette maison et ce silence restaient vivants dans les souvenirs de ceux qui osaient écouter. La justice n'est jamais arrivée à San Ignacio del Silencio. Elle n'a laissé qu'un écho, l'écho d'un cri étouffé. Et le souvenir d'une jeune assistante sociale qui a appris à ses dépens que parfois, les bonnes intentions ne suffisent pas à arrêter les ténèbres. Mais pour la plupart, c'était un endroit qu'il valait mieux oublier, enterré sous des couches de bureaucratie et d'oubli. Car les ténèbres ne craignent ni les lois ni les formulaires. Elles ne craignent que la lumière. Et parfois, la lumière arrive trop tard. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.